Bien, soyez les bienvenus. On poursuit notre parcours dans le XXe siècle à travers de grands discours qui ont marqué l'histoire, toujours avec pour objectif de nous plonger dans l'histoire des idées, nous plonger dans l'histoire des idéologies qui ont façonné la politique du XXe siècle et qui continuent de la façonner, mais également l'objectif c'est de se plonger dans différentes manières de formuler ces idées, de vous plonger dans différents beaux discours pour vous approprier les structures, les figures, les techniques qui sont pertinentes au regard de telle ou telle situation, parce que l'objectif dans ces vidéos, comme dans tout le travail que je fais, c'est évidemment de faire de vous de meilleurs orateurs. Et donc ça passe évidemment par la culture générale, et donc j'espère qu'au fur et à mesure de cette série, votre culture générale va grandir, mais également ça passe par une bonne technique et par une volonté de passer à la pratique. Donc la bonne manière de regarder ces vidéos, c'est de vous demander comment est-ce que je peux récupérer des idées chez ces différents orateurs pour mieux formuler mes idées. Et avant de poursuivre, je voudrais vous remercier parce que vous êtes nombreux à suivre cette série. C'est une série qui va pas faire énormément de vues parce que on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la pédagogie, de la culture. Ce ne sont pas des sujets qui attirent les foules, mais vous savez que dans tout mon travail, il y a cette dimension d'enseignement, cette dimension pédagogique. Mon objectif, c'est de faire mon travail qui est celui d'un professeur et d'un formateur, et je suis très heureux car vous êtes assez nombreux à suivre cette série. Vous êtes plusieurs milliers à regarder chaque vidéo, et c'est très enthousiasmant. Et si vous pensez donc que ces vidéos peuvent être utiles et intéressantes pour d'autres personnes, n'hésitez pas à les partager parce que je ne peux malheureusement pas compter sur les algorithmes de YouTube pour porter ce genre de contenu qui est assez loin de l'actualité. Ceci étant posé, merci encore une fois d'être là, installez-vous confortablement, et ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on s'éloigne un petit peu du monde de la politique, quoique il y a toujours des liens avec la politique, quel que soit le sujet qu'on aborde, mais je voudrais qu'on se plonge dans un discours de Pierre de Coubertin. Donc c'est le grand discours de Pierre de Coubertin. Enfin, si vous regardez, il a quand même fait pas mal de discours au cours de sa vie, mais c'est un discours qu'il a prononcé en 1925. C'est un discours dans lequel il présente son testament, c'est-à-dire que c'est le discours qu'il fait le jour, ou en tout cas au moment où il va quitter la présidence du Comité international olympique, qui est donc responsable de l'organisation des Jeux olympiques. Et Pierre de Coubertin, c'est l'homme qui a ressuscité les Jeux olympiques. Et c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, on prend les Jeux olympiques comme quelque chose d'acquis, parce ça fait plus d'un siècle que les Jeux olympiques ont lieu à intervalles réguliers, mais il faut vous dire qu'à l'époque où Pierre de Coubertin a relancé cette tradition, ça n'avait rien d'évident. C'est une tradition qui datait de la Grèce antique. Prenez quand même un instant la mesure de ce que c'est. Nous avons un homme qui a été capable de ressusciter une institution millénaire. Et la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi les Jeux Olympiques étaient aussi importants pour lui? Eh bien, Pierre de Coubertin, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de Français, a été marqué par la défaite de 1870 de la France contre l'Allemagne, et il impute en partie cette défaite au fait que les Français étaient devenus un peuple d'hédonistes qui n'avait plus les valeurs morales et la condition physique pour être capable de défendre leur patrie. Et donc il y a ça derrière la volonté de Pierre de Coubertin de restaurer les Jeux Olympiques, c'est parce qu'il considère que le sport c'est un moyen de devenir meilleur, de se dépasser à la fois physiquement mais aussi moralement, parce que derrière ce qu'il met dans le sport, il y a également la capacité à respecter des règles, la capacité à bien se comporter avec les autres, la capacité à accepter la hiérarchie. Et donc vu que Pierre de Coubertin est plutôt un conservateur, eh bien des valeurs comme la solidarité, l'esprit de corps, le respect de la hiérarchie sont importantes pour lui. En somme, derrière ce projet de Jeux Olympiques, il y avait chez Pierre de Coubertin une volonté de restaurer, une volonté de revivifier les forces physiques et morales de la France d'abord et du monde ensuite. Ceci étant posé, plongeons-nous dans son testament sportif. Voici, en quelque sorte, mon testament sportif. Quoique président nominal du Comité olympique international, je me retire. Je prétends recouvrer dès maintenant la liberté de mon effort au service de l'enseignement populaire, car je suis persuadé que la société actuelle ne se relèvera pas des ruines accumulées par ses ambitions et ses injustices, et que des formes sociales différentes s'imposeront avant peu. J'aperçois dans la diffusion préalable de la culture, et principalement des études historiques, l'unique garantie du progrès général. Donc là, j'aurais deux choses à vous dire sur cette entrée en matière. La première, c'est que vous avez ici, comme chez tous les hommes qui ont marqué l'histoire, un certain sens de l'anticipation. Et donc, quand il parle de formes sociales différentes qui s'imposeront, eh bien, on peut imaginer qu'il perçoit là les spectres des totalitarismes qui ont ravagé le XXe siècle. L'autre chose que j'aurais à vous dire, c'est sur le ton. Et là, on sent un ton désabusé, mais je pense que c'est un conseil que je vous donne, vous avez toujours intérêt
à mettre le moins d'émotions négatives possible dans vos discours, parce que c'est pas le problème du public. Le fait que, arrivé à un certain stade de votre carrière, vous ayez le sentiment d'être passé à côté de l'essentiel, que vous ayez le sentiment de ne pas avoir accompli tout ce que vous vouliez accomplir, si ça transparaît trop dans vos discours, vous risquez que le public détourne ses yeux et ferme ses oreilles. Surtout si votre objectif c'est de faire un discours qui marque l'histoire, de faire un discours qui vous survive, et donc ça c'est l'objectif parce que c'est un testament, ne le laissez pas parasiter par vos humeurs du moment. Ce qui va compter, ce sont les grands principes que vous souhaitez que les générations suivantes s'emparent, et plus vous les présentez avec de l'optimisme, et plus vous vous assurez qu'ils vont effectivement s'y intéresser et s'en emparer. Pendant 33 ans, j'ai combattu pour le sport, j'ai trouvé des appuis, j'ai noué des amitiés, j'ai rencontré des résistances hostiles, j'ai aussi dû lutter contre la haine. Je suis cependant arrivé à ce résultat que le Comité international olympique compte actuellement 52 membres répartis entre 41 États d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, et qu'il est véritablement mondial, que son autorité n'a jamais été ni mieux assise, ni plus justifié. J'ai combattu avec moins de mérite, peut-être qu'on ne le suppose, parce que les défenseurs des sports formaient une élite intellectuelle qui a maintenant disparu. Je ne sais pas si les sports conserveront encore longtemps cet engouement que marque notre époque actuelle. Je crains qu'il ne soit en ce moment à leur apogée et qu'une réaction profonde survenant balaye l'édifice que nous avons péniblement construit. Je vous déconseille de faire ça. Si vous voulez vraiment que vos idées soient suivies par les autres, si vous voulez que les gens s'en emparent, il faut qu'il y ait de l'optimisme. Parce que si vous voulez, le problème des personnes désabusées et déprimées, c'est des personnes qui vont beaucoup réfléchir, c'est des personnes qui vont être réceptives aux idées, etc., mais qui ne vont pas les mettre en pratique. Parce que pour passer à l'action, il faut avoir une force vitale, il faut avoir de l'espoir, il faut être optimiste. Donc vous n'avez rien à gagner à faire des discours où vous êtes en train de vous plaindre, où vous êtes en train de vous lamenter. Peut-être que vous vous donnez l'air un petit peu intéressant, intelligent, parce que vous, on ne vous la fait pas, vous êtes sceptique sur le monde, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer ces idées. Rappelez-vous bien que le sport n'est pas naturel à l'homme, qu'il est en contradiction formelle avec la loi animale du moindre effort. Il ne suffit donc pas de lui fournir des facilités matérielles pour qu'il se développe ou se maintienne. Des instants basés sur la passion ou sur le calcul lui sont nécessaires. Il convient donc d'interroger l'histoire afin de recueillir sur ce point les données de l'expérience. Ça, c'est très intéressant ce qu'il nous dit sur le fait que le sport n'est pas naturel à l'homme et que si on veut une société en bonne santé, il faut mener un combat de tous les instants contre notre nature paresseuse. Il y a eu 3 époques seulement où, dans le cours des siècles, le sport a joué un rôle considérable dans l'ensemble de la civilisation. Dans l'Antiquité par le gymnase grec, au Moyen-Âge par la chevalerie, et dans les temps modernes par la Rénovation, vieille déjà de 60 à 80 ans. L'époque grecque fut la plus féconde. Elle brilla par les jeux pythiques, ismiques, néméens et surtout par les Jeux olympiques. La première Olympiade date de l'an 776 avant Jésus-Christ. Pendant 1200 ans, les Olympiades furent célébrées avec une régularité que ne troublèrent guère les événements les plus graves. Les Jeux olympiques furent supprimés par un édit de l'empereur Théodose en 394. Le christianisme vainqueur voyait en eux une institution païenne, mais il faut convenir que 1000 ans ne se passent pas sans apporter des modifications profondes dans les mœurs et dans les coutumes. Le succès des Jeux avait développé la complication et le spécialisme, d'où étaient sortis le professionnalisme et la corruption. Le sport renaît au Moyen-Âge et c'est le moment des Jeux populaires, la paume, la soule, la lutte. Cette époque dura 2 siècles. La passion populaire, franche et saine, alimentait les sports. Mais le peuple fut écarté et détaché, et ceux-ci tombèrent en déclin. Professionnalisme d'une part, indifférence de la masse de l'autre, telles ont été les causes des débâcles sportives dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge. Alors là, j'ai 2 choses à vous dire. Une sur la structure du discours, et une autre chose plus généralement sur la nature de ce discours. Je trouve que ce discours est beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus intelligent que les discours politiques qu'on a lus jusqu'à maintenant. Parce que si vous voulez, un discours politique, c'est pas un discours qui est là pour vous nourrir intellectuellement. C'est un discours qui est là pour vous changer en moulin à idéologie. C'est un discours qui est fait pour que vous mettiez sur off votre discernement. Donc le politicien, l'idéologue qui prend la parole ne veut pas votre bien, il veut que vous soyez un soldat de sa cause. Alors qu'ici, que fait Pierre de Coubertin ? Il éduque son public, il y a de la matière, c'est intéressant, il nous permet de prendre le recul de l'histoire. Et ce qu'il dit est très cohérent avec ce qu'il racontait tout au début de son discours, à savoir qu'il voit dans la science historique un chemin du salut. L'autre chose, c'est dans la manière dont il construit son discours. Donc vous voyez qu'il s'appuie sur l'histoire en disant voilà la manière dont le sport a décliné au Moyen-Âge, et j'imagine que ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le diagnostic de ce cas précédent pour faire un diagnostic et mettre en garde sur ce qui pourrait mal tourner dans le présent. Et ça, c'est donc une technique rhétorique classique qui s'appelle le paradigma,
À savoir, c'est Aristote qui disait que, à la lumière de ce qui fut, on délibère mieux sur ce qui sera. Ensuite, Pierre de Coubertin se lance dans une tirade contre le professionnalisme, car il y a une opposition frontale chez lui entre la fonction sociale du sport, à savoir permettre au peuple d'hausser son niveau physique et moral, et le professionnalisme qui fait que le sport se détache de ce fondement populaire pour devenir une industrie. Et c'est sur cette fonction sociale du sport qu'il conclut. N'oubliez pas que le premier des rouages sociaux sur lequel le sport agit est la coopération. Vous la retrouvez jusqu'à l'équipe de football qui constitue probablement le prototype le plus parfait de coopération humaine. La coopération sportive possède des caractères qui font d'elle une sorte d'école préparatoire à la démocratie. L'État démocratique ne peut vivre et prospérer sans le mélange d'entraide et de concurrence qui est le fondement même de la société sportive et la condition première de sa prospérité. Toute l'histoire des démocraties est faite de la recherche et de la perte de cet équilibre essentiel et aussi instable qu'essentiel. Ça, c'est tellement vrai. Je signe des deux mains ce que dit Pierre de Coubertin. Il y a toujours des discours qui essaient de nous dire « Oui, mais la compétition, c'est mal parce que ça laisse sur le côté certaines personnes qui, etc. » C'est du validisme. Non, on a besoin de ce mélange de coopération et de compétition parce que l'objectif, c'est que la société, à la fois, permette de faire émerger les éléments les meilleurs et dans le même temps qu'il y ait de l'entraide entre les meilleurs et les autres. Parce que pour que ça tourne, on a besoin de tout le monde. C'est bien plus sain de créer un système où les meilleurs peuvent hausser le niveau de tout le monde que de créer un système où on coupe la tête des meilleurs. Et ça nous pend au nez. D'autre part, la coopération sportive fait bon marché des distinctions sociales. Ni ses titres de noblesse, ni les titres de rente qu'il possède n'ajoutent quoi que ce soit à la valeur sportive de l'individu. Un point par lequel le sport touche à la question sociale, c'est le caractère apaisant qui le distingue. Le sport détend chez l'homme les ressorts tendus par la colère. Effectivement, et c'est là qu'il y a une vraie différence entre être un supporter et être un acteur, c'est que celui qui regarde le match devant sa télé, il va se tendre, il va pas se détendre, alors que celui qui pratique le sport, qu'il gagne ou qu'il perde, il sera détendu à la fin. Or, qu'est la question sociale à bien des égards, sinon le produit d'une agglomération de ressorts tendus par la colère. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'émouvoir que des sociétés sportives uniquement composés de travailleurs manuels, refusent de laisser leurs membres se mesurer avec des bourgeois. Ce qui importe, ce n'est pas, comme on le répète à tort, un contact matériel, dont ne serait résulté aucun rapprochement mental à l'heure actuelle. C'est plutôt bien l'identité du plaisir goûté. Que la jeunesse bourgeoise et la jeunesse prolétarienne s'abreuvent à la même source de joie musculaire, voilà l'essentiel. Qu'elles s'y rencontrent, ce n'est présentement que l'accessoire. Et c'est là qu'on se rend compte que cet homme a une pensée subtile, parce qu'il ne fait pas des discours du type le sport ça va permettre de brasser les cultures, ça va permettre la mixité, etc. Parce que ça c'est bienveillant mais ça reste de l'idéologie. Non, lui il veut le meilleur pour tout le monde. C'est ça qu'il dit. Ce qu'il dit c'est que vous soyez bourgeois ou que vous soyez prolétaire, venez vous faire du bien, venez devenir meilleur en pratiquant le sport. Malgré certaines désillusions qui ont ruiné en un instant mes plus belles espérances, je crois encore aux vertus pacifiques et moralisatrices du sport. Sur le terrain de jeu, il n'y a plus d'amis ni d'ennemis politiques ou sociaux, seuls des hommes qui pratiquent un sport restent en présence. Bravo, c'est une très belle manière de conclure, c'est équilibré, c'est profond. Très beau discours, et encore une fois, si je trouve les discours des politiques et des idéologues intéressants au plan de la structure, au plan de la manière dont ils parviennent à manipuler les gens pour les changer en supporters, eh bien leur lecture nous laisse toujours un petit peu sur notre faim en termes de nourritures intellectuelles. Et là, en lisant ce discours, j'ai eu l'impression d'avoir de la matière. Donc très intéressant, très belle découverte. Je sais que cet homme a écrit ses mémoires, donc je vais peut-être mettre le nez dedans, ça pourrait être intéressant. Et là, ce que je vais faire évidemment, c'est que je vais aller courir un petit peu, car cette lecture m'a donné des fourmis dans les jambes. On peut donc dire que j'ai été persuadé par Pierre de Coubertin. Dites-moi si vous l'avez été également, et je vous dis à très vite pour de prochains discours.